Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast des meilleurs artisans de France, RMC. Je m'appelle Mariette et en plus d'être menuisière de métier, j'ai le plaisir d'animer ce podcast fait avec et pour les artisans. Parcourant les régions pour aller à votre rencontre, nous sommes pour cet épisode à l'agence Kiloutou d'Herblay qui nous accueille en Île-de-France. Le thème du jour est le suivant: comment peut-on développer son entreprise sans forcément embaucher ? Il faut savoir qu'en France, 95% des entreprises artisanales ont moins de 10 salariés et même plus de 70% d'entre elles n'ont aucun salarié. Donc pour tenter de répondre à cette question pratique qui va en intéresser plus d'un, j'ai le plaisir d'accueillir autour de l'établi deux invités qui vont pouvoir nous donner des exemples et des solutions pratiques. Bonjour Nathalie Keller et bonjour Roland Buffet. Vous allez bien ? Bonjour. Super bien. Merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter pour qu'on fasse un plus ample connaissance ? Eh bien oui, avec plaisir et merci pour l'invitation sur ce podcast. Moi, je m'appelle Nathalie, je travaille pour un éditeur de logiciels de gestion bien connu pour les artisans du bâtiment qui s'appelle EBP. Et donc, mon rôle, c'est de concevoir des logiciels de facturation et de devis pour gagner du temps au quotidien. Et puis se concentrer sur ce qui compte le plus, les chantiers. D'accord. Et oui. toi ? Eh ben moi, c'est Roland Buffet. Après une première vie de militaire et de chef d'entreprise dans le bâtiment, j'accompagne aujourd'hui justement les artisans du bâtiment à structurer la gestion de leur entreprise, tout ce qui est en dehors du métier pur et technique, dans le cadre d'un programme que j'ai développé qui s'appelle BTP Performance. Donc ça va être d'avoir des bonnes habitudes, avoir des bons réflexes, des choses comme ça ? En fait, c'est apprendre et pratiquer tout ce qui n'est pas le cœur du métier, quoi. D'accord. Et je vais faire ma petite curieuse, quand tu étais dans l'artisanat, tu étais dans quel domaine ? J'ai eu plusieurs entreprises, sur ça on n'en a pas parlé, mais la charpente, parce que j'ai repris l'entreprise de charpente de mon papa. Après, j'ai créé une entreprise de menuiserie, une de maîtrise d'œuvre, et puis une holding qui pilotait tout ça. Donc c'est bien, tu auras plein d'exemples concrets qui te sont arrivés à toi et potentiellement aux gens que tu accompagnes dans l'artisanat. C'est bien. Parce que je pense aussi que chaque branche a ses problématiques particulières et ses astuces aussi qui vont être un petit peu dédiées. On est d'accord. Nathalie, donc dans ton domaine, vous développez des solutions pour les artisans. Est-ce que c'est des solutions vraiment très générales ou est-ce que ça va être des packs qui vont pouvoir s'adapter ? Parce qu'on se doute bien que chaque catégorie d'artisans n'a pas forcément les mêmes problématiques que les autres. Oui, tout à fait. Alors, ce sont des solutions généralistes dans le fond, parce que forcément, faire sa compta ou faire sa facture, il y a des grands principes généraux. Par contre, des solutions, elles sont vraiment adaptées aux artisans du bâtiment pour prendre en compte leurs spécificités du quotidien, que ce soit de la gestion d'ouvrage, de la facture de situation avec des maîtres d'œuvre, des choses comme ça, prendre en compte des primes énergie. Et en effet, en fonction du corps d'état de métier de l'artisan, on rencontre pas les mêmes problématiques et on n'a pas les mêmes besoins non plus. Donc, tu parlais des primes énergie, c'est-à-dire que vous allez intégrer, par exemple, les décisions qui peuvent être prises chaque année par le gouvernement pour après faciliter le suivi de la comptabilité de l'artisan ? Alors nous, on va leur permettre de faire figurer ces primes énergie sur leurs documents de vente, leurs devis, leurs factures, etc. D'accord. Pour les déduire du montant que leur client a à payer. Et donc après, les gérer en effet comptablement. D'accord, parce qu'en fait, l'idée, c'est que grâce à ces systèmes-là, l'artisan, il devient plus autonome ? C'est ça, et c'est qu'il n'est pas à penser à tout un tas de choses, parce qu'aujourd'hui, on sait quand même que le réglementaire en France, c'est super compliqué. Faire une facture en se disant j'ai combien de mentions légales obligatoires sur ma facture, il y en a quand même une tripotée, et puis ça ne va pas s'arrêter demain. Et donc, un artisan, l'idée, c'est qu'il ne se dise pas est-ce que je ne vais pas louper quelque chose ? Est-ce que je ne vais pas me faire contrôler par l'administration fiscale et pas être dans les clous et du coup l'outil de gestion qu'il va avoir, il faut qu'il lui simplifie ce boulot-là. Oui, parce qu'on se dit quand un artisan il prend un comptable, qu'il rémunère quelqu'un, c'est un petit peu le comptable qui prend la responsabilité des déclarations qu'il fait. Tout à fait. Alors jusqu'où va le métier qu'il confie à son expert comptable en effet, mais l'expert comptable il fait pas les devis. Et même un devis, c'est encadré réglementairement et donc il faut savoir ce que je dois y faire figurer ou pas. D'accord. Roland, toi, quand tu avais ta vie d'artisan antérieure, du coup, tu avais des salariés ou c'était une volonté peut-être de rester à un même niveau d'emploi dans ton entreprise ? C'était quoi ta philosophie quand tu étais à cette époque-là ? À l'instant où j'ai racheté les parts de la société de mon père, l'idée, je crois qu'il avait 3 ou 4 salariés. L'idée, c'était de développer, parce que j'étais dans cette fausse croyance, mais très ancrée, qu'en ayant plus de salariés, plus de chiffre d'affaires, on allait avoir plus de réussite. Et dans l'idée de la transmission d'entreprise, on a envie de faire perdurer d'avoir une grosse flotte de véhicules. Voilà, d'afficher un peu, ça date de mon grand-père, donc il y a un côté égo en fait qui était extrêmement présent. Et puis apparence aussi. Oui,
carrément. Et puis aussi cette volonté de gagner de l'argent. Il y a une sorte de revanche sur la vie, j'ai l'impression, dans l'artisanat aussi, où on n'a pas forcément été valorisé au départ. C'est des métiers qui, avant, n'étaient pas valorisés. Je suis quand même pas tout jeune, hein, j'ai 48 ans, donc aujourd'hui, ça a bien changé. Mais l'idée, c'était d'afficher une certaine réussite et de montrer aussi aux générations d'avant qu'on était capable aussi. Mais est-ce que c'est toujours vrai, en fait, de se dire que plus on a de salariés, plus on est rentable dans l'entreprise? C'est sûr qu'on va potentiellement générer un plus grand chiffre d'affaires, mais ça a aussi des conséquences, notamment en management, en tant que ça prend. Ouais, c'est juste totalement faux, en fait. Il y a pas de lien entre la rentabilité et le nombre de salariés. Il y a effectivement une démultiplication du chiffre d'affaires et une démultiplication du résultat. Faut-il encore que l'entreprise sache le générer? Et c'est un peu comme si on prenait quelqu'un qui ne sait pas conduire, on le met dans une voiture de Formule 1, on lui dit bah, vas-y, fonce, va très vite, donc en gros, développe ton chiffre d'affaires. Vaut mieux lui apprendre sur une petite voiture, tranquillement, tout seul, le temps qu'il fasse ses premières armes et qu'il découvre, en fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, Nathalie, on est toujours dans cet esprit-là de se dire, parfois on est tout seul, ça va très bien, on veut 1 ou 2 gars, par exemple, on a pris un apprenti, il fait l'affaire, on va le garder. Mais l'entrepreneur, il a toujours intérêt à embaucher de l'administratif pour l'accompagner, de ta propre expérience, ou est-ce que, en fait, parfois c'est plus simple, justement, d'avoir quelqu'un comme un tiers comme vous, qui est toujours au fait il fait de la veille pour la comptabilité, pour l'aspect légal, parce que c'est vrai que les salariés qu'on va embaucher pour l'aspect administratif, gestion d'entreprise, il faut aussi prendre du temps pour les former, il faut être sûr qu'ils soient à jour des nouvelles réglementations, etc. Ouais, il faut surtout bien s'entourer, en fait. Au-delà d'avoir des salariés ou pas, il faut surtout avoir un outil qui nous fait gagner du temps et pas en perdre. Donc, en effet, un outil qui est simple à utiliser. Parce que l'artisan, c'est pas son métier de base de faire de la compta ou d'être derrière son outil informatique. Alors il y en a qui ont plus ou moins de fibres à l'être, surtout maintenant avec le digital où on va dire les nouvelles générations elles sont nées dedans, donc c'est plus facile. Mais du coup, il faut surtout s'entourer. On parlait de l'expert comptable un petit peu en intro tout à l'heure. C'est un partenaire de choix pour les TPE. C'est vraiment comme le médecin de famille. C'est le médecin de l'entreprise en fait. Il va conseiller aussi. Voilà, lui il est là pour conseiller. Et il conseille aussi sur le choix d'un outil. Il va pouvoir faire des missions pour l'artisan que lui n'aurait pas le temps de gérer. Et puis du coup, surtout, il va être là pour l'aider à passer un petit peu ces différents caps et s'outiller et pas se sentir tout seul. Il ne faut pas rester non plus tout seul complètement pour sa gestion administrative au risque de s'éparpiller, d'être perdu et de perdre du temps. Parce que question vraiment très pragmatique, quand on choisit un expert comptable, est-ce qu'on peut malgré tout avoir un logiciel de gestion pour son entreprise qu'on a choisi à part? Ou est-ce qu'on est obligé de suivre les préconisations? Je ne sais pas du tout quelles sont les contraintes. Pas du tout. En fait, aujourd'hui, la majorité des logiciels de facturation, de devis qu'on va trouver sur le marché, ils savent échanger, discuter avec l'expert comptable. C'est d'ailleurs un des prérequis qu'il faut regarder quand on s'équipe d'un outil. C'est mon expert comptable travaille comment et est-ce que mon outil va faciliter le dialogue et l'échange avec lui. Et puis après, on a des experts qui peuvent aussi préconiser des outils parce qu'en effet, quand on est artisan, qu'on est dans le bâtiment et qu'on est expert de son métier, on n'est pas non plus forcément expert des devis et des factures et passer du temps à regarder tous les outils du marché, benchmarker, etc., des fois on n'a pas le temps, surtout quand on est tout seul et qu'on a plein de choses à faire. Donc quand on peut avoir des gens qui nous conseillent, qui nous aident, c'est bien, mais on a aussi beaucoup les pairs dans le métier qui eux aussi sont équipés. Et nous on le voit beaucoup avec nos clients, quand ils démarrent, c'est « Ah moi j'ai demandé à quelqu'un que je connais dans le métier, qu'est-ce que tu fais, retours comment ?» d'expérience, le bouche-oreille. Et ça marche même beaucoup plus. C'est d'avoir en première intention comme ça que ça se passe. Donc déjà, premier conseil pragmatique, quand on veut développer son entreprise, faut prendre la tâche de gens qui réussissent un petit peu dans le domaine. Et puis peut-être ne pas hésiter à s'entourer de professionnels, par exemple un expert comptable, et puis vérifier que l'expert comptable il est ouvert à l'utilisation de plein de logiciels, parce que l'idée c'est que tout au long de la vie de l'entreprise, on va peut-être être amené à changer d'expert, à changer de logiciel, mais qu'en fait on puisse changer de logiciel sans changer d'expert et inversement. Donc ça c'est déjà des bons signes d'adaptabilité, soit de l'outil, soit de l'intervenant qu'on a en face de nous. Roland, au-delà des logiciels dont on a un petit peu parlé, est-ce qu'il y a des habitudes de travail, d'organisation qui peuvent faciliter le développement d'entreprise sans pour autant devoir embaucher? Oui. Et là, tout ce qu'on dit est hyper intéressant, mais il y a quand même un prérequis, je trouve, qu'on devrait poser, c'est la connaissance de l'artisan dans le monde de la gestion d'entreprise. Aujourd'hui, les métiers de l'artisanat sont l'excellence du geste manuel. Et qu'est-ce qu'on met en face sur
le geste de gestion, on pourrait le prendre comme ça. Aujourd'hui, on a les compagnons qui forment à l'excellence et d'autres. Et en gestion d'entreprise, en fait, on n'a rien, à ma connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des artisans qui partent à leur compte, qui deviennent chefs d'entreprise menuisiers, pour prendre ton cas, tu vois, et qui sont en fait menuisiers, mais chefs d'entreprise. Comment ils l'ont appris? Alors évidemment, comme dit Nathalie, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut posséder les bons logiciels, tout l'environnement qui va permettre de pratiquer correctement la gestion. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la connaissance. Oui, parce qu'on peut être un très bon technicien dans son domaine, mais on peut être un piteux comptable, un piteux manager, mais c'est pas une fin en soi. Il y a des moyens de s'améliorer, il y a des formations pour ça, j'imagine. Oui, il y a des façons d'apprendre ce que l'expert comptable va justement valoriser. C'est le problème de l'artisanat, c'est qu'ils deviennent dépendants d'un expert comptable qui va donner des directives, d'un avocat, d'un notaire. Et en fait, l'artisan va suivre. Moi, j'ai coulé une boîte comme ça, c'est pour ça que je connais un peu le sujet. Sur les 4 entreprises que j'avais, j'en ai mis une en liquidation. Et j'ai compris après qu'en fait, tous les conseillers essayent sûrement de bien faire. Du reste, c'est pas eux le problème. C'est que nous, artisans, on n'a pas le back-office pour comprendre les enjeux de ce qu'on est en train de nous présenter. Et on se retrouve comme ça à suivre bêtement des conseils, mais sauf que face à un juge au tribunal de commerce, il n'y a plus l'avocat, il n'y a que toi, quoi. Donc, ouais. Et puis on va se le dire, tous ces intervenants qui vont nous entourer ont un coût pour l'entreprise aussi, oui. Qui va parfois être assez conséquent, chiffré à plusieurs milliers d'euros chaque année. Donc il faut vraiment bien choisir et puis tant qu'à faire, se former, apprendre, comprendre, en effet comprendre de ses erreurs ou comprendre des erreurs des autres pour éviter de faire les mauvais choix dans la gestion de son entreprise. Hein. C'est ça. Est-ce que vous avez du coup des stratégies? Parce qu'on a beau parfois vouloir pas embaucher, vouloir embaucher, mais des fois on se retrouve face à un surcroît d'activité de travail. Comment on peut faire? Comment on peut réagir dans ces cas-là? Pour ne pas forcément dire non à tous les chantiers. C'est pas très compliqué. On peut commencer par dire non à certains chantiers. Oui, c'est vrai. Pour plaisanter. Ne pas se mettre dans le rouge, finalement. En fait, déjà, est-ce qu'on est capable de maîtriser la rentabilité des chantiers qui nous sont proposés pour bien mesurer les chantiers sur lesquels on doit aller? Alors, il y a le côté passion, ça peut être moins rentable et plus passion, mais c'est quand même important aussi de pouvoir avoir un modèle économique rentable. Donc, il y a cette capacité à dire oui et non à ses clients, ce qui est très difficile pour la majorité des artisans du bâtiment. Et puis après, il y a aussi la capacité à travailler en équipe, en groupe. On n'est pas obligé d'embaucher beaucoup de salariés pour produire beaucoup de résultats. On en parlait, il faut être bien entouré. La sous-traitance, la co-traitance, les groupements mandatés d'entreprise, il y a une multitude de choses qui nous permettent et de fonctionnements qui nous permettent de travailler en équipe pour un gros client, gros chantier. Oui, peut-être aussi que la stratégie pour vérifier si on a vraiment la fibre managériale, c'est déjà de commencer par former quelqu'un, en fait, pour être sûr qu'il travaille à la façon dont on aime travailler, il est organisé tel qu'on l'entend, etc. Donc c'est vrai que la notion d'apprentissage, c'est aussi former un apprenti, mais c'est aussi apprendre à être formateur, à accueillir des gens dans l'entreprise. Et c'est vrai que quand on travaille seul depuis des années, on sait que quand la perceuse doit être à tel endroit et qu'on doit faire telle chose sur un chantier, c'est déjà aussi ne pas commencer trop gros peut-être, avoir des ambitions qui sont raisonnables au début et quitte à peut-être à passer à la sous-traitance de temps en temps. Oui, et puis accueillir un apprenti, ça permet aussi à l'entrepreneur de se dire si demain j'ai un salarié, est-ce que j'ai le temps nécessaire aussi à lui accorder? Parce que il y a quand même, on entend beaucoup parler aussi de pénurie de main-d'œuvre dans l'artisanat, la difficulté à recruter, même la difficulté sur l'apprentissage, parce qu'il y a plein de programmes qui sont lancés pour ça. Et en fait, ce qui va être quand même hyper important, c'est qu'il faut que l'entrepreneur il comprend. Alors, j'aime bien dire cette phrase-là parce que j'ai une grosse passion à côté de mon métier qui est l'équitation. Et souvent, on dit il faut accepter de perdre du temps pour en gagner, mais je trouve que c'est très vrai. Parce que prendre le temps de former quelqu'un et de le former correctement, comme on pouvait dire tout à l'heure, c'est même si on n'a qu'une personne, mais si elle est très bien formée et qu'elle est aussi efficace que nous, on n'aura peut-être pas besoin d'aller embaucher 4 ou 5 personnes derrière. Oui, on va peut-être être aussi efficace que l'entreprise d'à côté où ils sont 4, voilà. Mais ils s'entendent pas, ils savent pas, il y en a un qui oublie l'outil, etc. Et la qualité des personnes avec lesquelles on travaille, elle est importante, mais pour avoir aussi cette bonne qualité, il faut prendre le temps quand même de les former, de leur expliquer ce qu'on attend d'eux. Pour que ça fonctionne derrière. Ouais, alors sans vouloir embaucher des quantités démesurées de salariés qui en plus obligent parfois à avoir une infrastructure adaptée, des vestiaires, des nouveaux véhicules, etc. Si je veux embaucher 1 ou 2 personnes, du coup, est-ce qu'un logiciel comme EBP permet justement de gérer le volet salarial, les feuilles de salaire ou pas du tout? Oui, tout à fait. On a une offre de paye. Après,
quand on démarre comme ça et qu'on a 1 ou 2 salariés, je recommande pas du tout de se lancer dans la gestion de la paye soi-même. Ouais. Je disais tout à l'heure qu'il y avait les démarches administratives en France, elles sont complexes. La paye, elle l'est encore plus, mais vraiment encore plus. C'est un vrai métier à part entière. Et tant qu'on n'a pas un niveau de salariés suffisant qui nécessite qu'on embauche quelqu'un qui va faire de la paye, ça sert à rien de se lancer là-dedans, le faire soi-même. Il y a trop de réglementaires, c'est trop compliqué, ça décourage plus qu'autre chose. Et ça, faut vraiment le confier. Pour le coup, c'est un vrai soulagement. Mais c'est transparent, au moins, de le dire. C'est pas parce que le logiciel permet de le faire que, au final, c'est la seule solution, la solution la plus adaptée. Non. Et puis, j'imagine que c'est un peu intuitif, mais il y a plein d'artisans qui sont pas forcément à l'aise avec les nouveaux logiciels, ou même les logiciels tout court. Est-ce que, du coup, il y a un accompagnement? Parce que si c'est pour décider de prendre un logiciel, soi-disant pour gagner du temps, mais qu'on passe 10 fois plus de temps à faire le devis qu'on le faisait à l'époque, ça va pas fonctionner. Est-ce qu'il y a, du coup, des solutions que vous mettez, vous, en œuvre, notamment pour accompagner l'artisan et que ça soit un minimum efficace, parce qu'on ne peut pas passer 10 ans à se former sur un logiciel qui peut-être va être mis à jour 6 mois après, que ce ne sera plus la même interface, quoi. Ouais, alors on a quand même la chance d'être en 2025 et faire un devis aujourd'hui sur les outils qu'on propose maintenant, c'est plus comme faire un devis il y a 10 ans. Et moi, je préférais vraiment lancer ma boîte aujourd'hui avec les outils de maintenant que les outils d'il y a 10 ans, parce que l'usage des logiciels s'est quand même beaucoup démocratisé et se rapproche quand même beaucoup de tous les outils qu'on va retrouver dans notre quotidien en tant que particulier. Donc avec des ergonomies beaucoup plus faciles, avec des produits qui sont vraiment faits pour être pris en main tout de suite et même par des gens qui n'y connaissent rien. Et nous, c'est ce qu'on fait aussi dans notre quotidien. L'idée, c'est de concevoir vraiment des logiciels où on ne met pas justement 5 ans à les prendre en main, où on n'a pas besoin d'une formation pendant une semaine, parce que pendant ce temps-là, les chantiers, il faut bien les faire aussi. Donc on a ça, et puis on a un petit mot magique aussi qu'on entend partout, qui est l'intelligence artificielle. Mais il aide quand même à faire beaucoup de choses, parce que et ça va être aussi un vrai gain de temps demain pour les artisans qui arriveront à s'appuyer dessus. Et c'est pas évident, mais franchement, aujourd'hui, d'avoir dans les outils de l'intelligence artificielle qui vous fait gagner du temps, vous avez juste à lui dire, tiens, dis-moi sur les 10 derniers de vie, est-ce que je suis rentable ou pas? Et que derrière, vous avez votre outil qui travaille et qui vous dit oui, mais attention, en général, tu factures peut-être pas assez ta main-d'œuvre parce que du coup, tu débordes toujours d'1 ou 2 heures, etc., etc. C'est super. Alors, ça remplacera pas l'humain, mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà super. D'accord, oui, c'est un outil complémentaire pour la gestion d'entreprise. Roland, Nathalie, elle disait justement que le digital s'était beaucoup démocratisé dans l'artisanat, et c'est vrai, on le voit tous les jours. Vraiment. Et c'est vrai que quand on veut se développer, quand on est jeune entrepreneur, ou même quand on est une entreprise, mais peut-être qui veut avoir plus de chantiers ou qui a perdu des gros clients, il faut trouver une nouvelle clientèle. Et ça, c'est vraiment un des secrets pour développer son entreprise. Du coup, est-ce qu'une des stratégies, ça serait pas aussi de miser sur le digital pour son entreprise? Est-ce que toi, dans les entreprises que tu as accompagnées, tu as des exemples de développement qui se sont faits notamment par la création d'un site internet qui n'était pas forcément existant, par le partage de chantiers avant-après sur les réseaux? Ah oui, ça va même plus loin. Moi, j'adore bosser là avec le monde de l'artisanat. Je pense que j'ai de la chance de bosser en ce moment avec le monde de l'artisanat, parce qu'on a encore les anciens et on a les nouveaux, entre guillemets, les très jeunes. Et les très jeunes parlent des API de BP qui peuvent connecter pour avoir des automations sur des trucs, des machins où, waouh, moi j'apprends ça parce que c'est quand même assez poussé. Et il y a des artisans qui sont très affûtés. Du reste, effectivement, je les accompagne. Moi, ça fait partie, c'est quelque chose qui me passionne aussi, la capacité à commercer autrement, c'est-à-dire comme notre génération, cette génération-là le fait, c'est-à-dire à travers les outils digitaux, avec effectivement la base, le site internet, mais même encore aujourd'hui, on peut aller bien plus loin avec les ads sur Meta, sur YouTube. C'est des nouveaux métiers comme le media buying qui naissent de tout ça et qui permettent quoi ? Concrètement, un artisan qui est à Herblay, qui vient de se mettre à son compte, d'être vu par les gens qui cherchent tel et tel type de travaux dans leur maison. Et sur telle zone géographique. Exactement. Ça peut être ciblé sur la zone, ça peut être ciblé sur le métier, ça peut être croisé évidemment. Et là, il y a quelque chose d'assez puissant parce que, on l'a vu, moi je suis venu en train puis en transport en commun. Tout le monde est sur son téléphone. Donc c'est bien plus facile de toucher une cible client comme ça que de mettre un 4x3, quoi. Oui. Et puis peut-être aussi se rapprocher des collègues qui parfois, eux, ont beaucoup trop de chantiers. Justement, ne veulent peut-être pas embaucher, mais cherchent des partenaires de confiance pour faire face à un surcroît d'activités ponctuelles, non ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je développe un programme de formation, des outils pour pouvoir gérer sa boîte, mais surtout, moi, ce qui m'éclate, c'est la communauté.
C'est la capacité à connecter des artisans qui ont le même mindset, le même état d'esprit, c'est-à-dire celui du bien travailler, celui de valeurs humaines qui sont celles de l'artisanat, mais de les connecter entre eux et de leur permettre justement de s'identifier et de se repérer facilement sur une cartographie et de dire tiens, je suis débordé là-dessus, est-ce que tiens, je me suis blessé, un de mes gars n'est pas là, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Et en fait, à travers une communauté, on va dire sécurisée, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont les mêmes valeurs et c'est ça qui est fun, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que quand on a l'entreprise, on a plein de moyens d'action pour la développer, se faire connaître, trouver des chantiers, trouver des clients. Mais moi, j'aime à dire qu'il ne faut pas toujours gagner plus, il faut aussi dépenser mieux. Et c'est vrai, quand on a une entreprise, on a beaucoup de dépenses chez les fournisseurs. Et ça peut être chronophage parfois, d'aller pointer les prix pour s'actualiser. On a vu, il y a des périodes où les matériaux augmentent, donc on se retrouve avec certaines références qui doublent de prix en l'espace de quelques semaines. Est-ce que vous avez des systèmes qui permettent de faire une connexion peut-être avec les catalogues des fournisseurs dont on a l'habitude, et puis d'actualiser en temps réel, comme ça quand on fait le devis à 23h que l'agence est fermée, on sait quand même combien ça coûte? Ouais, alors ça, c'est toute la continuité de ce qu'on disait du digital. Là, aujourd'hui, on consomme complètement différemment les façons de faire. Et le digital, il est aussi vraiment renforcé parce que tous les industriels et tous les fabricants s'y mettent. Donc en fait, même l'artisan, j'ai envie de dire, qui n'aurait pas forcément envie de se mettre à tout ça, quelque part, il y est un peu contraint ou forcé parce que tout maintenant va se passer en ligne, tout va se passer sur du e-shop, tous les distributeurs ont la possibilité de faire un panier, etc. Et bien sûr, nous, on connecte les logiciels à ces sites-là pour que justement, en plus, on puisse connecter le profil de l'artisan chez son distributeur, pas plus tard qu'en début... Tu veux dire le profil, c'est les tarifs qui lui sont appliqués, oui, c'est ça? Exactement. Parce qu'en fait, certains ne le savent pas, il y a des tarifs publics, grand public, mais quand on a après un compte professionnel en général chez un fournisseur, on va avoir des tarifs sur certaines gammes de prix qui vont correspondre à notre profil d'activité. Exactement. Et là, pas plus tard qu'il y a quelques mois, on a fait un connecteur avec les enseignes avec Sonepar. Et donc, c'est typiquement vraiment le bon cas d'usage. Donc, nos artisans, ils ont leur compte pro chez Sonepar avec leur négo, avec leur agence. Et du coup, dans leur logiciel, quand ils veulent faire leur commande, ils retrouvent exactement leur prix, ils retrouvent la disponibilité du stock. Soit s'ils se le font livrer, ou soit si même ils veulent passer à l'agence le matin chercher. Du coup, c'est-à-dire qu'ils peuvent, à la base, sur un devis qu'un client leur a signé, en disant OK, c'est bon, il démarre le chantier, il va pouvoir préparer son panier, sa commande depuis son outil, réserver dans son agence Sonepar ce dont il a besoin et se dire OK, c'est dispo demain matin, j'y vais. Ça, le digital, c'est formidable pour ça parce qu'on est en temps réel, on connaît tout. Et on gagne aussi du temps et on se dit ok, je me déplace, c'est bon, c'est là. C'est quand il faut se connecter sur les 3 sites internet du fournisseur, le quincaillier, le marchand de gravier ou quoi que ce soit, et qu'on peut tout faire d'un seul endroit, c'est vraiment un gain de temps évidemment. 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes, ça fait des heures à la fin de l'année qu'on peut prendre en congé avec sa famille, avec qu'on peut utiliser intelligemment. Roland, est-ce qu'on peut proposer aux artisans de s'auto-évaluer? Et est-ce qu'il y a des critères, selon toi, qui font qu'un artisan, il doit se dire, attendez, là, si vous avez ça dans votre vie actuellement, si vous faites de telle façon, c'est que vous êtes mal organisé et c'est qu'il faut changer votre façon de faire pour toujours avoir une activité qui tienne la route, sans forcément peut-être chercher à toujours avoir plus de chantiers, comme tu le disais tout à l'heure. Il faut aussi trouver son rythme de croisière, mais quels sont les signaux d'organisation qu'on peut voir de l'extérieur qui doit faire penser qu'un artisan, il y a peut-être des choses à faire évoluer dans sa pratique? Merci, j'adore tes questions, vraiment. Tant mieux. Non, mais j'ai envie de dire le bonheur. J'ai envie de dire comment le chef d'entreprise est heureux. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il a pris la décision de se mettre à son compte? Et quand on vient rechercher ce souvenir-là, je voulais de la liberté, je voulais peut-être un peu plus d'argent pour X les choses, je voulais pouvoir prendre mes propres décisions, je voulais plus dépendre de personne. Une fois qu'on a posé ça, on fait un parallèle et on dit tiens, mais j'en suis où aujourd'hui par rapport à ces objectifs et ces rêves que j'avais à un moment donné. Et il arrive, c'est un peu d'humour, mais ça pique. Il y en a pour qui ça pique vraiment parce qu'on n'y est pas du tout. On bosse 70 heures par semaine. On a un taux de divorce dans le monde du bâtiment qui est juste incroyablement élevé. Et je ne parlerai pas du taux de suicide parce que c'est un gros sujet. On est quand même dans
pour certains, hein, c'est pas une généralité non plus, mais on est quand même dans des métiers qui restent ancrés dans le fait que travailler plus rapportera plus, que de toute façon je dois travailler, que si mes gars sont là à 8h, 6h, 7h, il faut que je sois là avant eux, il faut que je finisse après eux, il faut que je bosse, et on mélange quelque chose qui est une horreur, je trouve, dans l'artisanat, c'est le chiffre d'affaires et la capacité à générer de la rentabilité. C'est ce qu'on disait en introduction. Il faut savoir déléguer déjà. Oui, puis il faut surtout savoir vivre heureux avec les moyens dont on a besoin. Et peut-être à un moment donné aussi arrêter de rêver qu'on va avoir une boîte avec 200 bonhommes si on est tout seul et qu'on est en galère, et arrêter peut-être d'avoir des objectifs de dingue de développement de chiffre d'affaires, quand en réalité, moins on a de chiffre d'affaires, moins il y a de boulot. S'il y a le même niveau de rentabilité, ça veut dire qu'on a plus de temps pour soi, plus de temps pour se passionner pour son métier, c'est plus simple en fait. Et puis peut-être voir aussi la progression, c'est-à-dire qu'on voit toujours quand ça va mal, mais peut-être aussi se fixer des objectifs quantifiables pour voir qu'il y a des choses qui vont mieux. Peut-être par exemple quand on a moins de services après-vente, des SAV sur des chantiers, parce que quand on a un SAV, ça veut dire qu'il y a un gars qui s'en va, qui perd 1 heure, on fait du trajet, on utilise du carburant. Peut-être aussi, intervenir sur la gestion des stocks, parce que des fois on va repousser un chantier parce qu'on n'avait pas passé commande à temps. Donc en fait c'est des petites organisations simples des fois qui peuvent faire gagner du temps. Si on gagne du temps, on est plus efficace et donc on est plus productif, et sans pour autant que ça prenne plus de temps sur la vie personnelle. Le problème, c'est que les artisans n'ont pas les outils, ou peu. Alors évidemment, BP le fait, hein, mais la grande majorité, malheureusement, n'ont pas d'outils pour voir si leur partie commerciale est fonctionnelle, voir si la partie rentabilité l'est, organisation de chantier l'est. C'est tout on va dire, au feeling, hein, comme on marche bien dans le bâtiment, sauf qu'au feeling, en fait, on n'a aucune donnée sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire évoluer un système, l'améliorer. On reste dans la tête de chaque chef d'entreprise, et c'est pour ça que je me suis formé au coaching aussi, parce que souvent, le problème est dans la tête des chefs d'entreprise plus que dans toute autre chose. Oui, puis on croit qu'on peut tout savoir faire et qu'il faut tout savoir faire, mais en fait non, c'est pas forcément le cas, hein. Puis j'ai envie d'ajouter quelque chose là-dessus, parce qu'on parlait de rentabilité, mais c'est super important, c'est que nous on le voit, on a eu des clients, parce qu'on a beaucoup de groupes de travail pour discuter au quotidien justement de leurs problématiques et voir comment on fait évoluer nos outils, et on a un client une fois qui nous a dit vous voyez, depuis que j'ai pris un logiciel, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais beaucoup de clients régulièrement. Il était peintre. Il nous a dit qu'il me demandait des retouches par-ci, des compléments, des travaux supplémentaires qu'il ne facturait pas. Et quand il a commencé à, dans un outil de gestion, rentrer ses coûts, ses achats, ce qu'il faisait, etc., à la fin, il s'est dit, ouais, j'ai tous ces travaux supplémentaires que j'ai pas facturés parce que je me dis, allez, je m'arrête, c'est une demi-heure par-ci, c'est 1 heure par-là. Et au final, alors, il le fait pour certains clients parce que voilà, mais au final, il s'est dit, j'ai un manque à gagner, j'ai de la rentabilité, j'ai du temps. Et quand il a commencé à les facturer sur certains de ses clients, ses prestations, il s'est rendu compte qu'il y a des clients qui disent, non, je le veux pas. Il dit, oui, mais bon, moi, c'est du temps, c'est de la main-d'œuvre, c'est du matériel, etc. Mais ça, c'est un point qui est vraiment décisif. C'est-à-dire qu'on se dit, la comptabilité, la gestion, les devis, ça va être à la maison, au bureau, au calme, derrière un gros ordinateur. Mais justement, des fois, on se trouve dans des situations où il faut savoir réagir vite. Est-ce que du coup, vous avez des possibilités, vous, de faire des facturations directement sur le téléphone, de faire ça sur le chantier avec des applications? Parce que des fois, on a une demande, mais comme tu dis, ça va être trop compliqué, je vais prendre plus de temps à faire le devis qu'à faire le chantier. Mais c'est vrai que des fois, quand on peut chiffrer directement, surtout par exemple, j'imagine pour les gens qui font du dépannage, qui vont intervenir chez les gens sans savoir à l'avance ce sur quoi ils vont intervenir. Est-ce que vous avez des solutions comme ça sur des tablettes, sur des téléphones, pour que les gens sur leur chantier puissent être réactifs aussi? Parce que c'est ça aussi, être efficace et développer son entreprise, c'est sauter sur une occasion, s'adapter à la demande, et mine de rien, quand on facture tout de suite et qu'on récupère tout de suite, ça évite de faire des relances, parce que on peut aussi perdre beaucoup de temps à faire des relances d'impayés de clients. Alors que quand on règle tout de suite avec directement le petit terminal pour les cartes bleues et qu'on a la facturation, le devis qu'on peut faire signer en ligne, là, on est efficace, quoi. Et c'est ce que j'allais dire. Il y a le devis à la facture, mais il y a surtout le paiement. Et tous les métiers dont tu parles, là, c'est vrai, ces métiers de dépannage, d'urgence, le plombier qui vient débouffer des toilettes un dimanche ou un samedi en urgence. Et en fait, oui, aujourd'hui, on consomme, comme je le disais, différemment les outils de gestion. Et donc, le smartphone, tout le monde l'a, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout le monde a un smartphone et tout le monde a la tête dessus. Et forcément, les outils de gestion, ils sont obligés d'être utilisables sur smartphone aujourd'hui, et de manière super facile pour créer un devis rapidement. Le vocal, c'est super pratique. Tout à l'heure, je parlais un peu d'intelligence artificielle, etc. Mais aujourd'hui, de dire, je prends WhatsApp, et nos outils le font. Je prends WhatsApp, je mets le micro, je lui dis, fais-moi un devis pour
changer une chaudière, la main-d'œuvre ou justement un dépannage, un serrurier qui dit voilà un devis basique là-dessus. Le WhatsApp est connecté à l'outil de gestion. L'outil de gestion génère le devis en disant OK, c'est bon, ton devis est prêt. C'est pour tel client, il va récupérer l'adresse. Donc voilà. Ouais. Envoie-lui par mail. Même, il lui dicte l'adresse mail. Il lui envoie, le client le voit, il le valide. Et en effet, on va jusqu'au bout de la démarche avec le paiement. Le client, il peut mettre sa CB, il paye. Ouais. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller chercher en relance de paiement des montants de 50, 100, 150, 200 euros. Et ça, on peut automatiser ça aussi, j'imagine. Et ça, on peut automatiser ça et il faut le faire. Ou même automatiser la relance pour des devis, peut-être. Complètement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous voulez valider ? Parce qu'attention, j'ai des délais, etc. Ou ne pas l'automatiser si, comme on disait tout à l'heure, on veut dire non à certains chantiers. C'est aussi une stratégie de ne pas relancer certains devis si on ne veut pas se retrouver noyé trop vite. Bien sûr. Et Roland, du coup, il y a plein de moyens, en fait, pour être plus efficace. Mais le nerf de la guerre, c'est toujours la trésorerie aussi. Comment on fait pour être un bon gestionnaire ? Parce qu'on ne le dira jamais assez, l'argent qui est sur le compte d'une entreprise, c'est vraiment pas toujours l'argent qui est disponible. Non. Il faut anticiper le paiement des cotisations, éventuellement des salaires, des fournisseurs, parce que quand on est professionnel, on a souvent des traites et du coup, on est prélevé en décalé. Comment on fait pour avoir une bonne vision et vraiment ne pas faire d'erreur de gestion sur les finances ? C'est simple entre guillemets, il faut avoir un outil de projection de sa trésorerie. Parce que tu as tout à fait raison, dans le bâtiment, il y a plein de particularités à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on va encaisser des acomptes, on va avoir des paiements fractionnés sur des tranches de travaux, on va avoir des paiements finaux, on va avoir derrière des fournisseurs payés à 30 jours, 45 jours, fin de mois, machin, ainsi de suite. Et en fait, on ne sait plus trop où on en est. On a un état de sa trésorerie parce qu'on va sur son compte bancaire et on a ou pas de l'argent. Et c'est comme ça qu'on arrive sur des paradoxes très drôles aussi. C'est que en fin d'année, votre comptable vous dit félicitations, vous avez fait une super année, vous êtes à découvert depuis 4 mois et vous êtes en galère totale. Et en fait, c'est déconnecté, on ne comprend pas. Et puisque les outils souvent mis à disposition des entreprises sont ceux qui viennent de la comptabilité et non pas de la gestion d'entreprise, il y a quand même une grande différence dans la lecture d'un modèle. Tu vas avoir plein de données, mais tu ne vas pas les interpréter pareil. Quand on parle de BE, de BFR, des FRNG, machin, à des artisans, déjà, un, ils s'en foutent et ils ont raison. Et deux, ça ne les aide pas. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est des outils simples, pragmatiques, des choses qui puissent des tableaux de bord tableaux de bord simples, des logiciels qui font remonter des informations simples, le nombre de devis faits, le nombre de devis signés, avec des taux de transformation, des choses simples qui soient Toi, c'est ce que tu préconises, quitte à récupérer des données brutes du logiciel et pour faire un tableau de bord pratique. C'est ce que je fournis dans mon programme. C'est-à-dire, je fournis tous les outils qui viennent s'implémenter de solutions logicielles ou pas, du reste, du terrain, des choses simples, des fois d'un carnet avec un stylo, ça marche très bien aussi pour certaines données, et de dire on a une vision factuelle et pas mentale, on n'a pas l'idée que c'est bien ou que c'est pas bien, on le voit, c'est bien ou c'est pas bien. J'ai entendu Nathalie expliquer justement quand on fournit les bons logiciels aux artisans, ils y arrivent, mais c'est carrément vrai, c'est-à-dire que si un artisan dispose de la bonne information pour prendre la bonne décision, il y arrive tout le temps. Le monde de l'artisanat est extrêmement intelligent, agile et pertinent sur la gestion d'entreprise de façon globale. Ouais. Et toi, de ton point de vue, tu as quand même beaucoup de gens qui viennent vers toi parce qu'ils se trouvent en difficulté, ou peut-être même qui ne sont pas forcément en difficulté, mais qui veulent gagner du temps pour avoir de la vie perso. C'est souvent ça aussi, une des demandes de l'artisanat. Est-ce que toi, tu as remarqué des petites erreurs simples, mais qui sont faciles à mettre en œuvre pour qu'en fait, la vie de l'entreprise elle soit plus facile à gérer ? Oui. Il y en a une qui est dans 99% des cas vrai, c'est ce fameux calcul du prix de l'heure. Tout le monde en parle, on le trouve dans tous les logiciels, on le trouve partout. De ma vision, dans 80% des cas, si c'est pas plus, il est erroné déjà, c'est pas le bon, parce qu'il est pensé comptable, il n'est pas pensé entreprise. Donc ça, c'est un problème. Et puis la gestion du temps, c'est un énorme problème dans l'artisanat, c'est qu'il n'y a pas de gestion du temps. Donc on court, suivant le tempérament du chef d'entreprise, on va aller vers le client qui gueule le plus, ou alors le chantier qui me plaît le plus, ou alors ma femme qui gueule plus que finalement tout le monde. Et en fait, il n'y a aucun contrôle de sa vie. On peut se faire vite déborder. On subit, et quand on subit, au bout d'un moment, on en a marre, c'est logique. Donc en fait, l'idée là, c'est l'organisation du temps et effectivement la productivité. C'est-à-dire 1 minute de mon temps coûte quelque chose à l'entreprise et doit me rapporter plus que ça me coûte. Point en fait. D'accord. Bon, c'est des méthodes simples mais efficaces, quoi. C'est pragmatique. On essaye, ouais. Mais non, mais il a raison parce que j'en reviens à mes fameux travaux supplémentaires, mais 1 minute de mon temps, ça me coûte. Et si je la facture pas, si je me rends dispo, alors encore une fois, il y a certains clients, on connaît bien, on travaille bien ensemble. Et puis des clients qui vont être prescripteurs, ça va être sur mesure. Donc on fait, mais sinon tous les autres, il faut que ça rapporte, quoi, parce que personne travaille que pour la gloire.
Non. Dans l'entreprise familiale, ce que dit Nathalie, nous, on s'est rendu compte, a posteriori évidemment, parce qu'on avait quand même quelques problèmes à régler, donc ça, on s'y est mis, on va dire, un peu imposé à tout ça, mais qu'il y avait beaucoup de chantiers en réparation. En gros, on est charpentiers, donc on a des gros chantiers, on change des toiles et tout. Et puis le client nous appelle, il y a une fuite, ainsi de suite. Donc on envoie l'équipe partir sur cette fuite, ils reviennent, et en fait, c'est noté nulle part. Ça passe sous les radars et en fait, il y a des milliers d'euros qui ne sont pas facturés comme ça parce qu'on a raté telle et telle Et ça a étape. coûté un déplacement. La Exact. traçabilité. Et tu cours après de la rentabilité et après, tu vas casser les pieds à tes fournisseurs parce qu'ils sont 2 euros plus chers sur le truc. Et toi, tu viens de perdre comme ça des milliers d'euros. Quoi. Donc un bon suivi de l'activité de l'entreprise, Ouais. une bonne communication, des bonnes relances, une bonne gestion des tarifs et de ce que ça coûte vraiment. Et puis du coup, peut-être des fois faire appel à un œil extérieur aussi qui va voir des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit plus. Ouais. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Et oui. je dirais de ne pas attendre d'arriver au point de non-retour où on est débordé et qu'on ne sait plus par où commencer. D'où l'importance de structurer et d'organiser dès le début, même quand c'est tout petit, qu'il n'y a pas beaucoup de chantiers, que l'activité est tranquille. C'est là justement où on aura le plus de temps pour le faire avant que ça parte dans tous les sens. Bien sûr. Alors, on va conclure par une petite statistique que je trouve intéressante. Moi, j'ai trouvé dans mes recherches qu'il y avait à peu près seulement 30% des TPE françaises qui utilisent un logiciel de gestion commerciale ou de facturation en ligne. J'imagine qu'il y a des freins, des choses peut-être qui sont redoutées par certains. Nathalie, si tu devais un petit peu les rassurer ou les conseiller, même si en effet, parfois c'est pas nécessaire parce que on a décidé d'externaliser certains domaines, etc. Et ça peut être très bien vécu, très adapté à plein de situations. Mais pour ceux qui sont vraiment encore avec des tableurs à faire leur facturation ou avec juste des calepins pour enregistrer toutes les coordonnées des clients, est-ce que toi, tu as des recommandations à leur fournir de manière à ce qu'ils puissent vraiment développer leur activité d'entreprise de façon beaucoup plus sereine et organisée ? Oui, alors la première, c'est évidemment d'arrêter ces outils-là dans la mesure du possible. On les aime bien parce qu'ils sont confortables, on les connaît et ils nous rassurent. Et des fois, on n'a pas besoin de choses très compliquées aussi. Pas du tout. Il y a des entreprises qui n'ont pas besoin de gestion de stock ou quoi que ce soit, qui veulent juste des choses faciles et efficaces. Et donc, l'humain n'aime pas le changement par définition, ça c'est sûr. Et encore plus quand ça fonctionne aujourd'hui, c'est peut-être pas optimal, mais ça fonctionne et ça me rassure. Si je change, je perds ce que je connais et donc j'ai pas envie. L'outil de gestion, il est quand même là pour aider au quotidien. Il y en a plein maintenant qui sont même gratuits. Donc, on n'est même pas obligé de commencer à payer. On peut tester. Il y a des programmes sans de être test. facturé. On peut regarder si ça nous convient. Il faut bien sûr accepter de prendre le temps de le faire quand même. Parce que, encore une fois, le logiciel, il ne prend pas des décisions toute seule. Il le fait sur la base des infos qu'on rentre dedans et qu'on lui donne. D'accord. Donc, il faut prendre le temps quand même de, à un moment donné, bien faire les choses. Quitte à trouver l'interface qui va mieux nous correspondre. Exactement. Okay. Une facture, c'est une facture. Tout le monde sur le marché le fait, la compta, c'est de la compta. Et il y a des sensibilités avec moi, je préfère ces couleurs, je préfère les boutons qui sont mis là. Il faut trouver surtout l'outil avec lequel on va aimer bosser. Il faut que tous les matins, on se dise, j'ai trop hâte de faire un devis parce que j'adore la façon dont c'est fait. J'aime bien le faire, voilà, et je me sens bien. Et si on n'y arrive pas, il ne faut pas hésiter à essayer un autre outil et jusqu'à trouver le bon. Et à demander conseil aux collègues. Et à demander conseil, voilà. Et toi, avec quoi tu fais ? Ah, je peux le tester. Surtout... prendre un outil que vous pouvez tester. Ça, c'est vraiment la base. Si on vous dit non, faut l'acheter et que vous ne pouvez pas le tester, passez votre chemin. Et comme on l'a dit au tout début du podcast, qu'il soit potentiellement compatible avec l'expert. Mais un expert peut préconiser un outil que lui va avoir l'habitude d'utiliser parce que c'est son métier, que c'est un professionnel du chiffre, et que peut-être l'artisan, lui, dans son quotidien, va rien y comprendre. Donc c'est pour ça que c'est le feeling de l'artisan qui est important. Mais en tout cas, un logiciel, ça vous engendrera moins d'erreurs qu'un tableur Excel ou une formule elle clash et ça vous a pas calculé le bon taux de TVA ou je ne sais quoi parce que vous avez bidouillé quelque chose. D'accord. Et puis surtout, elle va quand même vous faire gagner du temps. Ça marche. Roland, au-delà de l'aspect logiciel, si tu avais quelques conseils à donner du coup pour conclure ce podcast aux artisans qui nous écoutent, qui sont désireux de développer leur entreprise sans forcément embaucher, outre mesure, tu préconiserais quoi ? Je préconiserais de travailler moins mais de travailler mieux. Je préconiserais de commencer par prendre le contrôle de sa vie, c'est-à-dire d'arrêter de subir son environnement, que ce soit le peu de salariés qu'on a ou tous les salariés qu'on a, mais, ou les clients ou les fournisseurs, ou peu importe, de prendre le contrôle des choses, de se demander finalement ce qu'on recherche, de poser des objectifs. Moi, je suis un ancien militaire, alors la stratégie, ça me parle bien. Et souvent, on voit que les entreprises du bâtiment n'ont pas de stratégie. On travaille par passion du métier, mais il n'y a pas de stratégie derrière. On gère l'immédiat et l'urgence. Ouais, c'est ça. Et ça, ça vous emmène dans l'immédiat et l'urgence, ça vous emmène là où les autres veulent vous emmener. Donc,
Donc l'idée, c'est aussi de définir vos objectifs à vous de vie à moyen court terme. Et derrière, de prendre le contrôle de votre temps et d'avoir les bons outils. C'est vrai que c'est pas ni pour vendre des logiciels, c'est juste pour dire, vous ne voyez pas. Quand vous taillez un morceau de bois, quand vous taillez une ferme, vous voyez si votre mortaise n'est pas au bon endroit, vous allez vite vous en rendre compte. Si ce n'est pas maintenant, c'est après sur le chantier en levant, mais vous allez vous rendre compte. Quand vous faites des erreurs de gestion ou que vous ne faites pas de gestion, il n'y a rien qui vous montre que vous êtes en train de mal faire ou de ne pas faire. Sauf quand à un moment donné, on vous stoppe net en vous disant on ferme votre boîte. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a de l'argent sur le compte que l'entreprise est en bonne santé. Exactement, et c'est comme ça que du jour au lendemain, on se retrouve avec une trésor qui était à plus 100 000 à moins quelque chose, mais le moins quelque chose fait l'incident bancaire qui va faire la finalité, à la fin de l'entreprise. Ok, écoutez, merci à vous deux. J'imagine que vous êtes déjà abonnés à ce podcast, vous confirmez ? Carrément. Oui, tout à fait. Alors suivez l'exemple de Nathalie et de Roland. Abonnez-vous à ce podcast, vous ne manquerez pas les futurs épisodes. Je vous rappelle que vous pouvez aussi aller voir ceux qui sont déjà en ligne, qui concernent beaucoup de thématiques sur l'artisanat. Et d'ailleurs, si vous êtes artisan et que vous aimez les défis, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire au prochain concours des meilleurs artisans de France, RMC. Donc en attendant de vous y croiser, je vous dis à très bientôt et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir Nathalie, au revoir Roland. Au revoir. Merci Mariette. Merci à vous. Beaucoup.